Dis-moi Pierre, j'ai l'impression qu'ils nous regardent d'un sale œil, nos amis, là. Bah oui, mets-toi à leur place, hein. Ils ont le choix entre le courbouillon ou le jacuzzi. Ah, le jacuzzi, c'est là, c'est le vivier? Le jacuzzi, c'est le vivier. Alors t'as vu, j'ai fait une belle mayonnaise, c'est bon, Bah, là. c'est une vraie Hein? mayonnaise de pro, c'est parfait. Je peux aller faire un tour dans le quartier? J'ai fait mon oui, taf. oui. Ah, c'est parfait. Parce que j'ai plein de rendez-vous. Ouais, J'ai rendez-vous avec une voisine, Anne Milaven, tu la connais? je la connais de nom, ouais. Ouais, elle dirige un atelier centenaire de lacquer, juste à côté, rue des Acacias. Alors, elle a un parcours professionnel bien particulier parce qu'elle a été formée par le FBI. Ça, c'est original quand même. Hein. C'est Alors, assez je t'en dis original. pas plus, il faut découvrir ça dans l'émission. Après, j'ai un autre taf dans le quartier à la Porte-Maillot. Je vais réparer un métro. Dans un endroit un peu bizarre, une station fantôme. Et il y a du boulot parce qu'on peut réparer jusqu'à 20 métros par jour. Puis après, je vais visiter la salle mythique du quartier, le Palais des Congrès, une visite en compagnie d'un des plus grands chanteurs populaires français. Ça, je ne le dis pas, c'est une surprise. J'y vais? Eh ben écoute, bon courage. Merci Pierrot. À bientôt. À tout à l'heure. Je vois que c'est vraiment une maison bretonne, hein. La Pas les petite crêpe crêpes. maison. Ben oui. Je vous emmène aujourd'hui dans la partie très chic du 17e arrondissement, tout autour de la place Saint-Ferdinand. Un quartier bordé par la très animée et très encombrée avenue de la Bande Armée. Mais quand vous quittez cet axe majeur, vous tombez sur un village avec ses petits bistrots, ses commerces, où subsistent encore quelques ateliers d'art, comme celui d'Anne Minaven, qui m'attend pour fabriquer de la colle de peau de lapin. Parce que là, Qu'est-ce qu'on a- Bonjour. il y a- Comment ça va Anne? Bonjour Yvan. Alors là, c'est une vraie belle surprise. Hein. Ah, c'est un vrai lieu dans Paris. Ouais, je suis où là précisément? Alors, tu es dans le 17e, le vrai 17e, l'Éterne, le village où ma famille habite depuis 100 ans. Ici, tout ce que tu vas voir, les paravents, tout ce qui est en création ici, c'est vraiment cet esprit 1930. Mais pour des gens qui avons presque 100 ans, on va tous très bien. Parle-moi de ton grand-père, c'était un personnage quand même ton grand-père. C'est-à-dire quelqu'un qui est laissé pour mort sur le champ de bataille par les Français, ramassé par les Allemands. Il a vaincu la mort, je pense, il a vaincu l'enfer. Il est revenu en 17-18, et là, la duchesse de la Rochefoucauld aidait les grands invalides de guerre et l'a aidé à créer son atelier. Avec son invalidité, il va devenir un voyageur statique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre de moyens de transport, il bouge assez peu, mais il va ramener le monde On vient à lui. ici. Et donc, il va créer son paravent célèbre, qui sont des ours, et il va créer tout cet univers animalier. Et Qui correspond à l'époque, les années qui 20, correspond les années à 30. Ouais. voilà. Et donc, lui est français, et c'était une époque où tu as beaucoup de Japonais aussi qui sont venus. Et ces Japonais vont apporter leur art du Japon, et d'un autre côté, ils vont s'imprégner de notre art européen. Et c'est comme ça qu'on a des paravents comme celui que tu as derrière toi, qui est fait par un Japonais, qui est à Manaka, et qui est quand même de facture très européenne. Tu vois, c'est très grec quelque part. Hein. Oui. Ce combat de taureau, c'est Le mycénien. taureau, oui. Voilà. Et donc, il y a cet éternel dialogue dans la laque entre l'Asie et l'Occident. Et donc, on se pique des trucs, on se les rend, mais on collabore. Alors explique-moi, parce que toi, tu es devenu quand propriétaire et tu as dirigé l'atelier familial? À la mort de mon père en 94. Avant, je suis chirurgien dentiste, anthropologue,
Je fais de la reconstitution faciale, tous ces trucs qu'on voit à la télé et où tout le monde est excité là-dessus. Ça, c'est l'autre côté du miroir, c'est la vie antérieure. Mais je me suis un peu renseigné sur ce que tu as fait avant. Tu as une formation particulière en plus, avec un organisme très particulier. Je suis allée un petit peu au FBI, parce qu'à ce moment-là, il y avait que le FBI qui formait là-dessus. Donc avec mon mari qui était aussi légiste, dentiste légiste, on faisait des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis plus mariée avec l'atelier qu'autre chose. Donc au décès de ton papa, tu t'es dit quoi? Le lendemain, j'étais là. Le lendemain, j'étais là. Ici, c'est ma maison. Du jour au lendemain, tu es un dentiste où les gens viennent en disant « Oh, j'ai peur de vous », à ce qu'on vient ici et tout le monde dit « Oh, c'est fantastique, c'est quand même génial ». Mais ça s'improvise pas quand même ce métier. Même si tu as appris à apprendre, tu baignais dedans depuis tellement longtemps. Tu savais déjà toutes les techniques? Absolument pas. Pas du tout? Tu n'avais pas le droit de faire? Ah non, il n'y avait pas de femmes qui venaient. Ah bon, c'était macho comme ça? Ah oui, les ateliers de lac, c'était très macho. Ça confirme à côté. Hein. Ça confirme, c'était très macho. Garance, qui est là depuis quelques années, 15 ans, elle est arrivée, il y avait encore les anciens ouvriers de mon père qui étaient hyper machos. Et un laqueur doit savoir quoi faire. Tout faire. Dessiner, visiblement, peindre. Dessiner, enduire, faire de la colle de peau de lapin. Oui, j'attends avec impatience de faire de la colle de peau de lapin. Pour faire la colle de peau de lapin, tu vas m'enlever ce bleu parce que sinon ça va devenir tout blanc. Tu le gardes? Non, je vais l'enlever. Et puis tu vas mettre une blouse blanche. Et voilà. Là, tu deviens un artiste et un faiseur de colle de peau de lapin. Ça se passe là-bas? Ça se passe là-bas, on y va. Tout est dans le geste. Donc le blanc, c'est de la colle de peau de lapin et du blanc de meudon. Ça va être notre enduit, c'est ce qu'on utilise. Les laqueurs et les doreurs. Et ça paraît très simple son geste, mais tu vas voir, là, il va te donner la brosse. Il faut que tu étales en appuyant. C'est quoi de la colle de peau de lapin? Dans un pot de lapin, il y a les poils et la peau. Oui. Et le corps de la peau, c'est ce qui va faire la colle. Nous, allez, appuie bien fort et tu ne lâches pas ton geste. Ah oui, c'est un vrai geste. T'as pas le droit. Il faut retourner, tu reviens. Ah oui, c'est physique, là. Ah, mais c'est physique, qu'est-ce que tu crois? Être laqueur, c'est pas être assis dans un fauteuil. Hein. Non, mais tu chirurgien dentiste. Mais ça crie pas. Tu as remarqué le lapin ne crie pas. Mais justement, parlons de la laque maison. Elle a une spécificité, la laque Louis Midaven? Ah oui, elle a une spécificité. D'abord parce qu'elle est faite dans le 17e. Et ensuite, c'est du cellulosique. Donc, après la Première Guerre mondiale, on a des tas de restes de cellulose qui servaient à faire les bombes. Et on va se décider à transformer cette cellulose en peinture. Et cette peinture va aller pour les carrossiers. Et du coup, on va s'installer dans le 17e parce qu'il n'y a que des carrossiers dans le 17e. D'accord. Et finalement, la laque Midaven, c'est comme la peinture d'une Rolls. Ça, c'est joliment dit. Ben voilà. Viens voir. Alors, tu vois, ici, c'est la cabine de peinture. Notre spécialité, c'est la laque craquelée. Mon grand-père va créer cette notion de laque craquelée parce que quand tu vois un paravent ancien, souvent en chinois, il est craquelé. Oui, c'est et ça donc, il va venir, ouais. lui, craqueler sa colle de peau de lapin pour arriver à créer ce craquelé. Il fait comment? Il fait mécanique. C'est un secret, ça. Ah oui, c'est notre petit secret Midaven. Ouais. Et après, il y a plein de gens qui l'ont repris, mais chez nous, on le fait d'une certaine façon. D'accord. Et là, tu vois ce noir intense. Ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est d'avoir des vraies peintures avec du vrai noir, du vrai blanc et du vrai noir. Ça paraît bête, mais c'est pas facile à avoir. Ils ont disparu quand, tous ces carrossiers? Ils sont disparus. Quand j'étais enfant, il y avait encore plein de garages, tu sais. Moi, par exemple, en face, il y a un studio photo, tu as vu en arrivant. Ouais. Alors, c'était le studio photo de Salut les copains. Il y avait toute la bande de Salut les copains qui venaient, les photographes. Et tout le monde stationnait dans la rue, dans les garages. Et donc, moi, enfant, mon père m'emmenait. On s'asseyait dans la Ferrari de Johnny Hallyday, des trucs comme ça. Mais si, je te jure, il y avait une vie. Et puis le soir, on regardait les défilés de mode, tout ça au studio. Tout le monde vivait vraiment ensemble. C'est un village ici, le 17e. Et aujourd'hui, je vis encore comme dans un village. Moi, quand j'arrive, je dis bonjour à au moins 10 personnes le matin que j'ai connues parce qu'on est allés à l'école ensemble, parce que nos parents se connaissaient, parce que c'est la vie. Tout ça dans la rue des Acacias? Tout ça dans la rue des Acacias. Bon, moi je vais aller continuer ma petite balade. J'ai rendez-vous avec Frédéric Gersal qui m'attend boulevard Perret. Alors c'est un peu plus loin. C'est pas très loin.
Allez, à toi. Je pensais que c'est le vautrage. Vous voyez Oh bien, là là. vous voyez bien qu'il y a un embouteillage, un accident. Bon. Mais écoutez, je voulais vous parler d'automobile, c'est pour ça que je suis venu avec... J'ai volé ça un peu aux enfants, hein, je vous l'avoue. Enfin, c'est des grands-enfants maintenant. Mais parce qu'on est dans un quartier qui est lié à l'automobile, historiquement. Tout a commencé dans l'ouest parisien. Là, dans ces beaux quartiers, c'était cher d'habiter dans ce 17e arrondissement. Et comme il fallait avoir de l'argent pour acheter une automobile, ben vous imaginez bien que les constructeurs d'automobiles se sont installés là où il y avait des sous, là où il y avait des gens qui avaient des sous. Parce que les voitures n'existaient pas. Vous vouliez une voiture, vous n'alliez pas chez le marchand en disant « Tiens, je vais prendre celle-là ou celle-là ». Il n'y avait pas de concessionnaire à Mais non, l'époque. on vous la construisait entièrement. Jusqu'au jour où Henry Ford propose, y compris en France, ça arrive en 1909, les premières voitures non plus sur mesure, mais en prêt-à-porter, si je puis dire, puisqu'elles sont construites à la chaîne. Et alors là, ça fait baisser les prix, évidemment, tout de suite. Comment on faisait le plein à l'époque? Non, mais justement, il faut attendre 1901, 1902 pour voir arriver les premières stations-service, en tout cas les pompes à essence. Eh bien, on allait chez le pharmacien, figurez-vous. On achetait des bidons de ce qu'il fallait, de gasoil, de ce dont on avait besoin pour mettre dans le moteur. On en achetait 3-4 pour avoir un petit peu d'avance. Et on partait comme ça à la campagne. Vous voyez, on sortait de Paris tout de suite. Alors moi, ce que je voulais, parce que là, les véhicules, j'en ai des beaux, des... Oui, mais ils ne sont pas d'époque. Hein, non, mais regardez, ça roule vite. Parce que je voudrais 20e, vous montrer ça. quelque chose. encore un accident. Bah, venez, parce que je suis pas doué. Venez. On va aller où? Ouais, je vais vous montrer, il y a une statue juste un petit peu plus loin avec un type extraordinaire, mais qui a compté dans l'histoire de l'automobile. Lui, il a commencé tout au début avec la vapeur. Alors, on va prendre nos petites voitures, on va pas aller, sinon on va vous les piquer. on va vous les prendre. Ah, mon vélo. Oh, bah, c'est pas grave. Ah, bah, tant pis. Qu'est-ce que vous disiez? Non, je dis, c'est pas facile d'arriver jusqu'ici, il y a beaucoup de voitures. Bah oui, mais c'est une place, alors il y en a tout autour, et puis il y a des passages cloutés, il suffit de les prendre. Enfin, quand... Qui c'est, lui? Ah ben voilà, c'est Léon Serpollet. Il est au volant de sa voiture. C'est lui qui a inventé la voiture à vapeur. À vapeur. On est dans les années 1860-70. Vous imaginez, le sculpteur a montré ce véhicule entouré de vapeur. D'ailleurs, on ne voit pas la forme de la voiture, on voit les roues. Et puis cette populace qui est ravie d'applaudir Serpollet qui est au volant et un homme qui faillit se jeter sous les roues, pratiquement. C'est ça que ça montre. Donc c'est la première automobile, là. Alors voilà, c'est un tricycle à vapeur et c'est vraiment le premier véhicule qui permet de transporter des femmes et des hommes et qui est autonome, automobile, qui se roule toute seule. Alors évidemment, parmi les gens qui vont avoir affaire à Léon Serpollet, il y a un certain Armand Peugeot. Oui. Bah oui, il va lui téléphoner, il va dire dis donc Léon, t'aurais pas un moteur à me passer pour ma petite voiture? Et il vient de créer une voiture, Armand Peugeot, et bah oui, on va prendre le moteur, d'abord le moteur à vapeur, avant de prendre d'autres moteurs. C'est pour ça qu'on trouve le siège social de Peugeot, avenue de la Grande Armée? Eh ben toujours, on est toujours dans ce quartier de l'automobile, il n'y a pas de secret. Mais alors évidemment, c'est pas le seul, hein, ils sont tous intéressés. Renault, il est venu aussi? Ah, alors Louis Renault. Alors il est beaucoup plus jeune qu'Armand Peugeot, Ouais. et il vient voir Léon Serpollet, mais il est tout petit. Et il va voir Monsieur Serpollet, je pourrais rouler dans votre voiture. Mais oui, viens mon petit bonhomme, allez monte. Et ils ont fait un tour extraordinaire, et ça a donné vraiment l'envie à Louis Renault de construire des automobiles avec ses frères, bien sûr. Moi, la voiture, c'est pas mon truc. Bon, qu'est-ce que Non. vous préférez? Vélo, je vais prendre le métro, là. Oh, le métro. Ouais, ça vous dit? Ah oui, vous prenez m'emmenez? le métro, vous? Ah oui, Je sais pas, ouais. Ben moi je monte en Faut le première. réparer aussi, Moi le je monte en métro. première, je m'en fiche. Mais ça n'existe plus depuis longtemps. Comment la ça première, n'existe plus? enfin. Mais Prenez les clous, Ah, prenez oui, les c'est clous. vrai, Très bien. Dans le quartier, la station de métro, c'est Porte-Maillot, qui fut jusqu'en 1937 le terminus de la ligne 1. Cette gare accueille une station fantôme, les anciens quais voyageurs avant le prolongement de la ligne vers la Défense. Ils servent aujourd'hui d'atelier de réparation de la ligne la plus fréquentée, avec pas moins de 750 000 voyageurs par jour. Allez, voilà notre métro. Elle a l'air en pleine forme, cette rame, Frédéric. Bah, pas tout à fait, il y a quelques avaries dessus. Je viens justement dans le centre de dépannage, justement pour qu'on puisse vérifier son bon fonctionnement. Ici, c'est un centre de Voilà, dépannage. Centre de dépannage sur la ligne 1, donc on peut voir entre 6 et 20 trains par jour. Ah, quand même. Oui, 20 trains, c'est vraiment le grand maximum. Donc là, ici, on traite l'urgence, quoi. C'est ça. Je vais te donner un coup de main. Il n'y a pas de souci, mais avant, il faut qu'on se mette en sécurité. Là, tu coupes le jus, quoi. Donc là, on va lui interdire de bouger. D'accord. Donc, Et après, moi, j'imagine que je dois m'équiper. on va je vais pas y s'équiper aller comme pour ça. aller voir ce qui se passe sur la rame. Tout à Bon, fait. allez.
fais attention à la tête ici. Waouh! C'est la première fois que je vois sur les jupes d'un métro. Ah, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Attention à la tête, pas de nouveau. C'est bourré de mécanique, d'électronique et tout ça. Oui. En fait, quand on descend sous un train, on en profite pour contrôler un petit peu tous les éléments mécaniques et systèmes de captation sur le train. Non, en fait, dans ce cas de défaut, ce serait cette pièce-là, en fait, ici. D'accord, c'est juste ça. Ouais. Donc là, on ouvre les boîtes. Là, on va ouvrir la boîte. Ok, eh ben on y va. C'est parti. Je vais prendre un tabouret. Mais moi, je suis grand, je peux le faire? Non. Ah mince. Tant pis, hein. Frédéric, quand il est arrivé, ce métro, Oui. on savait ce qu'il avait déjà? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a précisément? Qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il y a un moteur qui s'éteint. Frédéric, généralement, quand les métros arrivent ici, ils souffrent de quoi? C'est quoi leur bobo? Ah, il peut y avoir des problèmes de traction, il peut y avoir des problèmes de pilote automatique. Un pilote automatique, ils sont deux dans le train. Donc, il y en a un qui a le droit de se reposer de temps en temps, on va dire. Donc, s'il se repose, c'est pas normal. Donc, on va le voir et puis on regarde ce qu'il a et puis on le remet, on le soigne. Bon, on le répare, ce métro? On va le réparer, on va changer la pièce. On établit pour commencer un dialogue. On sait quelle est la pièce qui est défectueuse. Ce serait le tiroir CCU, une commande rapprochée. Ouais, t'es technicien, toi. Le tiroir CCU. Voilà. Bon, bah, on y va. Ouais, ça marche. Bon, il faut que je presse un peu le pas parce qu'il est temps pour moi de retrouver notre chanteur populaire, notre artiste. Alors, ça va pas être simple parce que l'endroit est grand. Ce palais des congrès, c'est en quelque sorte une ville dans la ville. Ça fait plus de 33 000 m². Il y a une galerie marchande, des restaurants, des hôtels, des salles de spectacle. Bon, je vais pousser quelques portes. Je vais bien finir par tomber sur quelqu'un. Bonsoir, Sir Jamin. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver sur cette belle et grande scène du très grand amphithéâtre du Palais des Congrès. Tout va bien? Oui, tout va bien, bien. Je retrouve tellement de mots. Je suis même complètement chez moi puisque j'ai essuyé les plâtres en 1975. J'ai été le premier à avoir, il faut bien dire, le courage parce que personne ne voulait le faire. C'était une salle qui avait une mauvaise réputation. En plus, c'était une salle nouvelle. On n'aime pas en France les choses nouvelles qui s'ouvraient à Paris. Et il y avait comme un crime de lèse Olympia, d'une certaine manière, de faire une salle comme ça. Mais mes producteurs et mon impresario ont réussi à me convaincre. Et puis donc j'ai été le premier chanteur qui suis venu sur cette scène. C'était, je crois, en janvier 75. Et je suis resté une quinzaine de jours, je crois, je ne sais plus exactement combien de temps, ou 3 semaines, je ne sais pas. Et ils n'ont parlé que du Palais des Congrès, les journalistes, ils n'ont pas parlé de moi du tout. Ou alors c'est pour dire, Lama fait ce qu'il peut au milieu de tout ça. Voilà. Et comment ça, cette salle avait mauvaise réputation? Parce qu'elle avait une réputation d'abord d'être insonorisable, et puis d'être trop grande. Il y avait même eu des caricatures où on voyait un mec avec une longue vue, et moi tout petit en bas sur le truc. Bon, depuis... On est habitué à des salles immenses. À cette époque-là, on n'entendait pas les gens applaudir. C'était très, très difficile. Ça s'est amélioré d'année en année. Et les dernières années où j'ai fait le Palais de Congrès, quand je l'ai fait en 79 et 81, là, déjà, c'était bien amélioré. Et c'était vraiment une salle très, très agréable à faire parce que vous avez les gens devant vous, vous avez un sentiment de les tenir. Alors, il y a une histoire de 99 chansons plus une. Vous pouvez me raconter, c'est quoi cette histoire?
je rajoutais au dernier spectacle, et ça tous mes fans le savaient, au dernier spectacle, je chantais une chanson supplémentaire qui était toujours une chanson que j'aimais beaucoup et que le public a fini par aimer beaucoup aussi, qui s'appelait « Et puis on s'aperçoit ». Et je terminais le spectacle là-dessus, et comme ça, j'avais fait 100 chansons dans ma journée. Vous allez revenir sur cette scène ? Oui, cette salle du Palais des Congrès me tient particulièrement à cœur parce que j'y ai connu de tels grands moments, de telles grandes joies, des anniversaires dans le hall avec des gâteaux gigantesques, des choses absolument folles. Alors j'aurais bien envie de revenir effectivement faire quelques concerts dans cette salle. J'ai envie qu'on termine avec votre album. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une primeur ici, dans cette salle, sur la scène du Palais des Congrès ? Au bord de la Garonne belle, j'ai fait mes premiers pas d'oiseau. Et puis il m'est poussé des ailes, mais mon enfance c'est Bordeaux. Je t'ai quitté mon Aquitaine, j'ai fini mon enfance ailleurs, loin des regards de tes persiennes et de tes crayons de couleur. Papa m'a amené à bicyclette à l'école du cours Saint-Louis. Le bruit des roues me faisait fête quand je me serrais contre lui. Bonjour. Les clés sont dessus. Je vous confie... Oui, les clés sont dessus, je vous confie mon bolide. Ça marche. À tout à l'heure. Ah, bah j'arrive au bon moment, moi. Comment vas-tu? Rebonjour. Ça va, bise. Bon. Ah, c'est la bonne heure. Bah oui, on boit quoi? Un petit verre de blanc. On y goûte? Eh ben on trinque. Yermat. 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 Bonne santé en breton. Bonne santé. Bah merci. Alors c'est le bar des amis ou c'est un restaurant ici? Un bistrot. C'est un bistrot? C'est un bistrot à crabe. Un bistrot à crabe. C'est sympa pour vous. Petit bistrot à crabe. Elle est incroyable cette maison. Fallait la trouver quand même parce qu'on dirait une maison de pêcheur là. C'est ça, ça a été un petit peu le coup de cœur quand on l'a vu. Ça ressemblait un peu à ça et puis on s'est dit bon bah pourquoi pas là, un petit peu chercher sur Paris. Puis là ça se prêtait particulièrement bien à ce qu'on a déjà mis en place puisqu'il existe le crabe marteau depuis 12 ans à Brest. Donc c'est un peu un copier-coller parisien quoi. Vous venez souvent? Ah, moi j'essaie de venir. Non, j'ai besoin de venir. Au moins une fois par mois. Comment Au ça? moins. Comment ça j'ai besoin? Ah, parce que le. C'est le blanc qui dit ça? Non, c'est pas le blanc, c'est le crabe. Non, non, c'est le crabe. C'est ouais, l'ambiance, le crabe. L'atmosphère. L'atmosphère, les potes, le cadre. Et puis bon, maintenant, à force de venir, on se connaît un peu plus. Donc c'est vrai que ça donne envie de revenir. Et vous êtes breton? Oui, Ah! moitié. Ah! Ça sent la marée ici, ça sent la mer. Oui. On va y goûter Eh ben écoute, ça se passe où? à table, hein. À l'étage là-haut. On va prendre la rue, monte au ciel. On va aller au paradis. Eh ben on va au paradis. Allez. Je te laisse Regarde nos verres, non? Ah, bonjour. Eh ben super. Donc c'est donc ça le fameux crabe marteau. Avec ces petites pommes de terre, la petite mayonnaise maison que je pense que tout à l'heure. C'est ma maillot à moi. Oui. Ah, C'est pas beau ça? Bonne parfait. continuation. Alors comment Merci. ça se mange? Alors comment ça se mange? Ouais, c'est une vraie question. Alors déjà, l'intérieur du crabe. Là on est sur de la femelle, c'est pour ça qu'on commence à avoir un peu de corail. Alors les gens qui aiment le crabe, le tourteau, disent que le meilleur c'est la femelle. Parce que justement, l'intérieur, tout ça, ça peut se manger, ça se tartine, tu vois. L'intérieur du corps est très fourni, alors que par opposition, les mâles ont des grandes pinces, des grosses pinces. Alors c'est plus facile, mais le corps, il n'y a rien. C'est un peu comme les mecs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de nos marteaux? La meilleure technique pour casser une pince, c'est justement de la casser au marteau. Parce que quand on prend les fameuses, ce qu'on appelle les casses noires, on a tendance à forcer, et au moment où ça casse, on écrase tout. Ici, on pose donc la pince comme ça, un petit coup sec, voilà. Et voilà, on a Voilà. tout. Et le boulot est fait. C'est impeccable. C'est pas... Il y a un peu de métier, mais bon, c'est facile à faire. Je vais y arriver. Il n'y a plus qu'à déguster. Un petit coup sec sans appuyer. Hein. Voilà, c'est pas mal. On est bien, on est bien. Ah, ça fait partie du décor.
On en met partout, T'as l'endroit. peut-être un petit coup de l'autre côté. Ah bah non, c'est bien. Regarde. C'est parfait. Ah, Voilà, tout compris. Super. Le maillot. Mais t'as un débit incroyable ici, non? Alors selon les jours, on va dire on tourne sur une moyenne d'une centaine de kilos de crabes par jour à peu près. Regarde, il y en a là. C'est vrai que la mayonnaise est particulièrement réussie. Ouais. On reconnaît quand même. Voilà, il y a du talent. Bravo. Écoute, moi, je passe un super moment. Merci Pierrot. Eh ben, le plaisir est pour moi. On va terminer cette émission sur ce crabe, avec ce marteau. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, je vous invite à le faire sur françois.fr. Vous pouvez aussi venir me parler, me donner vos impressions, vos coups de gueule, vos sentiments, et puis vos bonnes adresses qui font du bruit derrière. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.